Donc, de base, le script faisait 168 pages. Je précise, je l'ai traduit automatiquement avec Google Trad, un peu de Google Trad. Il y a un peu de Twitter, je vous l'avoue. Aussi, donc la traduction automatique. Mais, donc il y aura des petites erreurs, il y a des petites phrases peut-être qui vont être pas assez claires. Mais on reviendra dessus, il n'y a pas de problème. Donc, pour la source, vous l'avez, hein, c'est Exiled Scooper. Voilà. Plutôt fiable, je vous invite à aller voir son Twitter. Et ce projet a été finalisé et daté le 28 avril 2023 pour ce qui est de Kang Dynasty. Donc voilà, alors pour ceux qui sont sur le live, là je vais faire quelque chose qui va desservir ma chaîne, hein, pour le coup. Pour ceux qui veulent éviter d'éventuels spoilers, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont sujets à des rumeurs concernant Avengers Doomsday. Si vous voulez vous garder la surprise, cassez-vous du live, je précise. Parce que là, vous allez pleurer sinon. Donc voilà. Mais sinon, restez pour ceux qui veulent découvrir. Allez, on est parti pour la lecture. Il y a 46 pages au total, en condensé, bien sûr. Voilà. Allez, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Marvel. Eh ben, tu devrais. Le film s'ouvre avec Kang qui se promène dans des champs de roses sereins, ses doigts effleurant doucement les pétales. Alors que Kang cueille une rose, son regard se tourne vers une femme debout au loin, près d'une ferme, réveillant des souvenirs de maisons de famille et d'une vie qu'il a peut-être connue autrefois. Soudain, la scène paisible est brisée par le bruit des cris, tirant Kang hors de sa rêverie et le ramenant à une réalité plus chaotique. Des courses rapides révèlent le combat intense de Kang contre Ant-Man à la fin de Quantumania. En fait, ce Kang-là, c'est le Kang de Quantumania, pour ceux qui ne savaient pas. Donc s'il est dangereusement poussé près du noyau du moteur multiversal, l'expression autrefois confiante de Kang se transforme en expression de choc lorsqu'il réalise son destin imminent. Il est englouti par l'énergie du noyau, son corps se déforme et rétrécit alors qu'il est entraîné dans les royaumes chaotiques et infinis au-delà. Donc ce Kang qui était censé, entre guillemets, compenser mort dans Quantumania n'est pas mort en réalité. Alors que Kang plonge dans le noyau du moteur multiversal, je pense que c'est multiversel, c'est juste que ça n'a pas été traduit. Donc moteur multiversel, on va dire comme ça sera plus simple. Son corps commence à se contracter rapidement, perdant tout sens de l'échelle et de la cohésion alors qu'il tombe plus profondément dans le mélangeur multivers. Sa forme se transforme en une silhouette éthérée, entourée d'une gamme vertigineuse de couleurs et de lumière. Le début est un petit peu... c'est plus de la réal, ça. Et je pense qu'en réel, tu t'en rends compte mieux en projection que sur un scénario. Mais c'est vraiment... c'est à partir du milieu du script où tu te dis, putain, ça aurait pu être le meilleur film de tous les temps. Il est propulsé dans le chaos de réalités alternatives, toutes plus bizarres et incompréhensibles les unes que les autres. Le kaléidoscope d'images le submerge tandis qu'il hurle de douleur, incapable de gérer les changements rapides et désorientants. Finalement, Kang est propulsé hors du multivers et dans la zone au-delà où il se trouve propulsé à travers un vortex sombre. Au fur et à mesure qu'il descend, la lumière change d'aspect, créant une représentation visuelle d'un terrier de lapin en 4 dimensions, oscillant constamment entre la lumière et l'obscurité, presque comme si l'espace lui-même lui parlait. La lutte désespérée de Kang pour s'accrocher au néant qui l'entoure devient plus intense à mesure qu'il continue de plonger. La sensation de vitesse est aveuglante au début, mais bientôt Kang ralentit et finit par s'arrêter, atterrissant durement dans le silence étrange de cette dimension. Kang est entouré d'une énergie tourbillonnante, de forme chaotique et de couleurs qui défie toute explication, amplifiant son sentiment d'isolement et de confusion. Alors qu'il flotte dans le silence, l'énergie prend parfois forme avant de se dissiper dans le vide. Ses yeux se ferment dans un moment de vulnérabilité, tandis qu'il murmure doucement un nom, Ravonna. Donc voilà, si vous avez des questions, un avis sur ça, faut pas hésiter. Voilà, donc là on est vraiment sur un Kang qui est perdu, hein, clairement. Sa voix véhicule un profond sentiment de désir et de regret, résonnant dans le vaste vide de cette étrange dimension, déconnecté de tout ce qu'il connaissait autrefois. Dans le royaume chaotique connu sous le nom de Nexus, de toutes les réalités, les observateurs dirigés par Watu affrontent Immortus et le Conseil des Kang, venus affirmer leur domination sur le multivers. En gros, Immortus et l'autre, là, c'est les mecs qu'on voit à la fin de Quantumania, Conseil des Kang. L'espèce de pharaon, l'autre qui est à moitié cyborg, et je sais qu'il y en a un autre, mais je sais plus c'est qui. Grâce à leur immense pouvoir, les Watchers parviennent à geler la flotte Kang en stase, la tenant à distance,
Immortus, calme et autoritaire, siège à la tête de la table avec ses lieutenants, le désireux de plaire Ramatout et le sceptique Centurion. Uatu prévient Immortus des conséquences des actions du Conseil, l'exhortant à reconsidérer sa décision et qu'il ne détruise tout. Cependant, Immortus rejette ses avertissements, affirmant que le multivers ne peut être sauvé que par son règne divin. Et c'est là que la galère va commencer pour les Avengers. Le Conseil des Kang riposte en déclenchant une explosion temporelle dévastatrice qui brise les défenses des observateurs et annule leur contrôle sur la flotte. Immortus, utilisant une faille temporelle, bannit Uatu aux confins du temps, surpassant les observateurs et les effaçant de l'existence. Alors qu'Immortus est victorieux, il rejette froidement la quête d'approbation de Ramatout et révèle son contrôle total sur toutes les destinées. Dites-vous que ça, là, c'est l'avant-générique. Le générique, on n'y est pas encore. Le Centurion, toujours dubitatif quant aux véritables motivations d'Immortus, exprime son inquiétude, mais Immortus affirme de manière glaçante que la peur est ce qui les maintient en vie. Les Watchers étant partis, donc les Watchers c'est les observateurs, je crois, le Conseil des Kang se prépare au combat, dégelant leurs vaisseaux de guerre et jetant leurs dévolus sur la Terre 616, c'est la Terre de nos héros dans Marvel, pour détruire les Avengers et récupérer les 10 anneaux de Shang-Chi et les négabandes de Miss Marvel, des reliques d'un immense pouvoir de la précédente guerre multiverselle qui pourrait remodeler la réalité et débarrasser le multivers de tous les héros et mutants, car ils représentent une menace pour les Kang. Alors que le nexus de toutes les réalités tombe en désordre, le temps et la réalité commencent à se fracturer lentement. La voix off de Loki reflète la prophétie de celui qui reste, avertissant que le multivers s'effondrera. Yggdrasil, l'arbre qui maintient le multivers ensemble, scintille symbolisant le rôle de Loki en tant que dieu du temps. L'image de ligne temporelle en feu et de réalité en ruine souligne le chaos. Pendant ce temps, à la TVA, Mobius et B15 parcourent le quartier général, préoccupés par la crise grandissante. Les agents de la TVA analysent les données sur les modèles de variantes de Kang, se préparant à la bataille à venir. La voix off de Loki devient plus sombre, avertissant que le Conseil des Kang détruira le multivers, le laissant comme rien de plus que de la poussière. Son regard se tourne vers des êtres héros potentiels d'ancrage, concept qui a été abordé, je crois, dans Deadpool d'ailleurs. Wolverine, Deadpool, Spider-Man de Tobey Maguire, Ghost Rider de Nicolas Cage, je crois que c'est ça de base. Je crois que c'est ça son prénom de base. Et la famille des 4 Fantastiques, dont un jeune Franklin Richard, fils de Reed Richard, qui pourrait être le dernier espoir de sauver le multivers. Au TVA, les préparatifs pour l'effondrement imminent sont en cours. Les 4 Fantastiques et le TVA construisent un radeau arche spatial pour rassembler les êtres encres de tout le multivers avant qu'il ne soit trop tard. Et on n'est toujours pas au générique, on y est presque. Alors que Loki regarde les chronologies changer et s'effondrer, la panique s'installe et il réalise que le temps presse. Avec regret et peur, il regarde la destruction du multivers se dérouler, se terminant par une réflexion obsédante sur l'incertitude de leur avenir alors que l'écran devient noir. Et c'est là qu'on a le titre Avenger de Kang Dynasty. Quel est votre avis déjà pour commencer Je vous l'avais dit que ça allait être long. Je sais même pas on est à combien pour le... On est à 5 sur 46. J'ai intérêt de garder ma voix parce que sinon je suis pas bien, disons les termes. Quel est votre avis déjà sur ce début de script? Alors j'avoue que quand je l'ai lu, et vous allez voir après, sur la suite, tout ça dans un film, parce que là on est qu'au générique, je me dis que tout ça, le film pouvait pas durer 3 heures. C'est pas possible. Pour moi il durait 5 heures, minimum. Alors j'exagère un peu, mais il y a plus de contenu que sur Infinity War. C'est déjà un début intéressant. C'est un début très intéressant, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup le fait que ce soit Loki. Alors, que déjà tu ramènes les Kang, c'est normal. Que tu nous présentes la menace, c'est logique. Que Loki soit un petit peu celui qui tient l'équilibre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup que on crédibilise un peu plus ce qui est devenu ce personnage. Et puis voilà. Donc la suite, c'est quoi? La suite, c'est un petit peu... ça reprend aussi les éléments de Quantumania, pour le coup. Donc et là, on va le voir. J'aime beaucoup aussi. Ouais, moi, je te dis ça en ce moment, tu verras avec le reste du script, je me dis que ça fout une pression aux frères Rousseau, qui sont en charge de Avengers Doomsday, parce que tu dis, tu dois faire aussi bien que ça. Faire mieux, ça va être compliqué, je te le dis. Mais je pense vraiment qu'ils vont reprendre des éléments de ce script, pour réadapter avec Doomsday. Parce que
que forcément, le temps d'écriture était plus faible que Kang Dynasty. Mais tu dois faire aussi bien. Et le truc, c'est que je me dis que pour Avengers Doomsday, ils sont en train de ramener des... Comment ça s'appelle? Ils sont en train de ramener... ils ont ramené Robert Downey Jr. pour Doctor Doom. Chris Evans va revenir. Alors dans quel rôle, ça a été tenu secret pour l'instant, mais il reviendra aussi en Captain America. Il y aura forcément un variant de lui, ou ça sera le Captain America qu'on a connu. Mais il y a un rôle qui est prévu pour lui, c'est Nomad ou Captain Hydra, pourquoi pas. Mais ils sont en train de ramener les anciens pour un peu de fanservice, pour essayer de créer quelque chose autour d'Avengers Doomsday. Ça me laisse supposer que en termes d'écriture, on va être sur quelque chose peut-être de moins complet qu'était censé nous proposer de Kang Dynasty. Voilà. Scott Lang sera... donc on continue. Scott Lang se réveille en surfroid, hanté par des visions du visage déformé de Kang et de ses paroles prophétiques. Aux prises avec un syndrome de stress post-traumatique, il serre une photo de sa fille Cassie pour se réconforter, mais la peur persiste. Alors qu'il arpente sa chambre en panique, il tente de contacter Happy Hogan et Sam Wilson, mais les deux appels restent sans réponse, ce qui renforce son sentiment d'isolement et de culpabilité. Dans un état de désespoir et de paranoïa, Scott laisse un message vocal à Happy Hogan. Il exprime sa frustration de ne pas pouvoir joindre les Avengers, faisant référence à ses actes héroïques passés, notamment le sauvetage de l'univers et le combat contre Thanos. Scott révèle qu'il souffre de SSPT, je sais pas ce que c'est, qu'il est hanté par le visage et la voix de Kang, et qu'il fait même une pause avec Hope, ne sachant pas comment faire face à ce lourd tribut psychologique. Je pense que c'est vraiment un traumatisme lié à ce qu'il a vécu dans Quantumania. Scott Lang se sent isolé et vaincu, supplie qu'on le rappelle, mais après avoir raccroché, il s'effondre contre le mur, accablé par le vide de sa vie actuelle. Il regarde une photo de sa fille, Cassie, ce qui lui procure un bref sentiment de réconfort en entendant sa voix rassurante dans son esprit. Malgré son passé de héros, Scott se sent oublié et accablé par la menace imminente de la prophétie de Kang, dont le poids le consume dans le silence froid de ses propres pensées. À l'Empire State University, donc là, c'est l'université de Peter Parker, et c'est là que on va en parler un peu après, Peter Parker et Miles Morales, donc le deuxième Spider-Man finalement, sont assis au fond de la classe et n'attirent pratiquement pas l'attention. Peter taquine Miles à propos de sa méthode peu conventionnelle pour empêcher un vol la nuit précédente. Miles avait utilisé un presse-papier et sa sangle, appelant ça la justice administrative pour empêcher le crime. Peter plaisante en disant qu'il préfère une approche plus simple, frapper les criminels et éviter la paperasse. Donc en fait, à ce moment-là, on nous introduit déjà Miles Morales en Spider-Man. C'est-à-dire que les deux, ils savent que ils sont Spider-Man, ils sont au courant de l'identité de l'un envers l'autre. Alors évidemment, il devait y avoir d'autres films qui devaient sortir avant Avengers The Kang Dynasty. Et il me semble qu'il devait y avoir la suite du 3e film animé de Miles Morales. Mais dans tous les cas, dans certaines versions, à la fin de No Way Home, on peut entendre que le voisin de Spider-Man, de Peter Parker, à la toute fin du film, c'est Miles Morales. Mais du coup, il n'y aurait pas le côté rencontre entre les deux, le moment où Peter dévoile son identité, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi ce côté développement identitaire pour Peter Parker. Donc là, on est directement sur les deux qui sont amis, qui sont qui sont Spider-Man plutôt, et qui doivent sauver le monde. Malgré leur plaisanterie, il y a une tension sous-jacente avec Peter que nous ne pouvons pas encore situer. L'ambiance change lorsque le professeur interpellé par Peter, qui, pris au dépourvu par la question, est accablé par ses pensées, se fige. La pression du moment s'intensifie tandis que la classe attend, certains devenant impatients. Sentant le malaise de Peter, Miles lui offre un encouragement et calme et encourageant. Peter parvient à sortir de son brouillard, donne la réponse avec un exemple faible et force un sourire. Ses camarades de classe rient tandis que la cloche sonne. Vous allez vite comprendre pourquoi en fait Peter il est pas bien. Peter et Miles font leur bagage, mais l'attention de Peter est détournée par son téléphone. Il voit une photo de MJ et Ned en train de rire au MIT. Le véritable choc survient lorsqu'il fait défiler la page et voit une image de MJ embrassant son nouveau petit ami. Peter est visiblement secoué par le poids émotionnel, luttant pour gérer ses sentiments. Parce que pour rappel, normalement, tous les autres ne se souviennent plus de qui est Spider-Man. Ils ne savent plus que c'est Peter Parker et tous ses meilleurs amis, ses anciens meilleurs amis, MJ et Ned, ont oublié qui il était. Pendant ce temps-là, Miles, inconscient,
suggère qu'il trouve un nom de duo sympa comme Spider Pals. Peter distrait et répond faiblement Spider Bro, masquant sa douleur avec humour. Miles sent que quelque chose ne va pas et rassure doucement Peter, lui disant qu'il est plus que Spider-Man et qu'il a tout ce dont il a besoin. Peter hoche la tête mais n'assimile pas complètement cette assurance. En quittant la salle de classe, Peter et Miles traversent le campus animé, ils portent déjà leur costume de Spider-Man sous leurs vêtements. Ils passent un coin de rue et échangent un regard entendu avant de s'élancer dans les airs. Justement, parlant de ça d'ailleurs, moi il y a un truc qui me choque dans le script. Alors, j'ai bien compris qu'ils avaient visiblement passé le passage où Peter et Miles s'étaient rencontrés, mais du coup, on n'a même pas le passage, enfin c'est pas raconté, du moins, et ça vous verrez dans le reste du script, c'est pas raconté le moment où Miles est devenu Spider-Man, en fait. Parce que c'est quand même important dans l'histoire. Mais c'est cool parce que, en fait, alors, à voir ce que ça va être dans Doomsday, mais je crois qu'il y a des rumeurs qui disent, des grosses rumeurs qui disent qu'on aura un Miles Morales aussi, mais on aurait eu pour la première fois, alors peut-être qu'il serait apparu dans d'autres films avant, hein, c'est pas interdit, mais on aurait eu pour la première fois un Miles Morales en live action. En action, je vais y arriver. Je commence un peu à fatiguer, je vous cache pas que la lecture là, ouf. Oui, allez, hein. J'aurais dû prendre une petite bouteille d'eau, mais je m'accroche. C'est un marathon là pour moi. Alors du coup, j'en étais où? En quittant l'assassin, je l'ai lu, il passe un coin dans la rue et sans un regard entendu avant de s'élancer dans les airs. Alors qu'il se promène en ville, Miles plaisante sur le fait d'être à l'heure pour une fois à la pizzeria de Joe où il travaille à temps partiel. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont déjà regardé Spider-Man 2 de, comment ça s'appelle, de Sam Raimi avec Tobey Maguire? Parce qu'en fait, la pizzeria où travaillent Miles et Peter Parker, bah c'est la même pizzeria. Il y a une petite référence à ça. La dictée sa fatigue, oui, de fou. Mais en gros, voilà, la pizza de Joe, bah, c'est le même nom de pizzeria que dans Spider-Man 2, là où Peter Parker se fait virer. Donc ça, j'aime beaucoup que dans ce script, on ait pris des références de ce qui a été fait auparavant. Kamala Khan est récemment aux prises avec des visions dérangeantes qui brouillent les frontières entre sa propre réalité. Kamala Khan, c'est la meuf, c'est Miss Marvel qui a l'espèce de bracelet, là. Dans ses récents cauchemars, elle se retrouve à regarder à travers les yeux de quelqu'un d'autre, observant une silhouette dotée de pouvoirs similaires aux siens se débattre dans une ville en ruine. Une voix déformée, celle de Monica Rambeau, lui tend la main, l'avertissant de quelque chose d'urgent, mais le reste s'interrompt brusquement, laissant Kamala confuse et désespérée de trouver des réponses. Le lendemain, Kamala cherche des réponses auprès de Carol, Captain Marvel, exprimant ses inquiétudes concernant les rêves et la silhouette qu'elle continue de voir. Kamala convainc Carol d'enquêter, et ensemble, ils se rendent à Camartage dans l'espoir de consulter le Docteur Strange ou quelqu'un qui pourrait avoir une idée des événements étranges. À leur arrivée à Camartage, Wong les accueille, d'abord avec sarcasme, mais passe rapidement à un ton plus sérieux lorsque Kamala explique sa situation. Elle révèle le rôle de son bracelet dans ses visions, et Wong en déduit rapidement que le bracelet est plus qu'un simple héritage. C'est un puissant phare susceptible d'attirer l'attention de tout le multivers. Il avertit Kamala d'arrêter de l'utiliser, craignant que ses actions ne déstabilisent encore plus le multivers. Pendant ce temps-là, sur la côte ouest, Shang-Chi est avec Bruce Banner, Hulk et She-Hulk, qui sont tous là depuis qu'ils ont testé et enquêté sur les 10 anneaux. Donc ça, c'est ce qui avait été proposé dans le film Shang-Chi. Lorsque Wong le contacte d'urgence, Shang-Chi, malgré sa réticence initiale, le ton sérieux de Wong lui fait comprendre que les anneaux pourraient être liés à quelque chose de plus grand qu'eux. Il accepte d'attendre Wong avant de procéder à d'autres tests sur les anneaux. Dans la nation dynamique du Wakanda, Sam Wilson, donc le nouveau Captain America, désormais, le nouveau Captain America se tient devant son équipe, plongé dans ses pensées. Depuis les événements de Brave New World, Sam travaille sans relâche pour rassembler les Avengers actuellement dispersés. Alors qu'il regarde ses nouvelles recrues, dont Joaquin Torres, le nouveau Falcon, j'ai envie de dire en anglais, et Riri Williams, Ironheart, Rhodey, aussi connu sous le nom de War Machine, ajustent leur technologie, un sentiment de lourdeur pèse sur lui. Malgré la détermination de Sam Wilson, le poids de l'héritage de Steve Rogers pèse lourd. Il faut savoir que ce film-là, Kang Dynasty, allait se dérouler après Brave New Order. Donc en gros, Sam Wilson aurait eu son film déjà. Et en gros, depuis qu'il est devenu Captain America, il est en quête d'identité. Pour lui, c'est dur d'assumer l'héritage de Steve Rogers. J'avoue que dans la série, c'était déjà évoqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il refuse le bouclier dans un premier temps. Dans le film, c'est réévoqué. Et visiblement, ça va être réévoqué dans Kang Dynasty concernant Sam Wilson. C'est bien, mais c'est casse-couille à force.
Donc à un moment donné, il prend l'héritage ou le prend pas, quoi. Alors que l'équipe se rassemble, Sam exprime son inquiétude face à l'absence d'Avengers, clés comme le Docteur Strange et Thor, dispersés à travers la galaxie. Riri suggère de résoudre le problème avec un ou deux portails, mais Sam sait que c'est plus compliqué que cela, certains héros ne veulent même pas être trouvés. Alors après, pour le cas de Doctor Strange, faut savoir que le film se passe en même temps que, on va dire, Doctor Strange 3, quand ils sont dans la dimension noire. Donc c'est pour ça que Doctor Strange ne peut pas le trouver, et Thor, je suis étonné qu'il n'arrive pas à le trouver. Shuri le rassure, reconnaissant les difficultés de la tâche, mais lui rappelle sa force et son cœur. Shuri, la nouvelle Black Panther, hein, pour ceux qui demandent. Shuri reste sceptique, se demandant comment Sam compte réussir avec une équipe aussi incomplète contre des ennemis inimaginables. Sam, lui, est déterminé. Il n'a peut-être pas une force divine ni des pouvoirs mystiques, mais il a les gens qui l'entourent et ensemble, ils se battront les uns pour les autres et pour le monde entier. Sam reconnaît le soutien du Wakanda. Shuri offre la technologie et les ressources de la nation. Kang le Conquérant traverse la zone désolée de Beyond Zone, où le son obsédant ses cris lointains devient plus fort à chaque pas. Donc là, c'est Kang, c'est le retour de Kang, c'est l'autre Kang, celui de Quantumania, là, on parle de lui. Ces cris réveillent des souvenirs douloureux de son monde perdu, s'intensifiant jusqu'à devenir une présence exaspérante, le noyant dans le chagrin et le regret. Le poids de ces sons le force à s'arrêter, submergé par le tribut émotionnel qui lui impose, tandis que des images fugaces de sa vie passée défilent dans son esprit, un rappel brutal de la dévastation qu'il a endurée. Au milieu de cette cacophonie accablante, Kang est confronté à la silhouette spectrale d'un enfant, le regard de l'enfant est empli de tristesse et d'accusations non formulées, ce qui fait hésiter Kang. Alors que les yeux du garçon le fixent, des souvenirs de moments plus heureux envahissent son esprit, mais ils sont rapidement éclipsés par la culpabilité de ses promesses non tenues. En fait, ce qui est bien avec ce film, ce qui aurait été bien du coup, c'est qu'on montre vraiment un Kang qui, dans un premier temps, t'as l'impression qu'il va devenir gentil, enfin que c'est pas un salaud, de base, et que tu dis, ok, finalement, ce Kang-là, il a vécu des choses. C'est pas le Kang sans scrupules qu'on a pu connaître dans Quantumania. C'est toujours le même, mais tu te dis, ok, d'accord, il a vécu quelque chose de tragique. Du coup, la suite. Incapable de supporter le poids émotionnel, Kang s'effondre, son chagrin et ses regrets le rongent. Sa voix tremble lorsqu'il demande « Suis-je mort ?» L'enfant secoue la tête et Kang, dans un murmure, demande « Sais-tu où je suis ?» L'enfant répond de manière énigmatique, faisant allusion à un lien plus profond en parlant de la façon dont sa mère a dit qu'il avait les yeux de Kang. Incrédule, Kang murmure « Tu n'es pas réel » et tente de se distancer de l'apparition. Mais les mots du garçon le transpercent comme une lame, l'accusant d'avoir trahi sa famille. « Pourquoi n'es-tu pas revenu nous chercher ?» demande l'enfant, chaque mot intensifiant la culpabilité de Kang. La voix de l'enfant tremble de chagrin alors qu'il s'assoit à côté de Kang, l'accusant d'avoir permis leur mort. Kang, rempli de désespoir, supplie qu'il trouve un moyen de les ramener, mais les mots semblent vides, creux. Alors que le poids de l'échec de Kang menace de le consumer, une voix familière résonne dans l'obscurité parlant du destin. La voix s'arrête brusquement et Kang s'écrie frénétiquement « Ravonna ». Donc Ravonna, ça va être expliqué un petit peu plus tard, c'est la meuf de Kang. Enfin, c'était la meuf de Kang qui était enceinte et qui avait l'enfant de Kang. Ce Kang-là, du coup. Mais ses recherches ne donnent lieu à rien d'autre qu'au silence, le laissant seul dans le vide sans fin, piégé dans les ombres obsédantes de son passé. L'énergie de la tempête de probabilité crépite dans l'air et quelque chose bouge en Kang. Son esprit se fracture, s'ouvre alors que la tempête lui donne le pouvoir de manifester des multiplicités, des clones de lui-même, un peu comme les versions déformées qu'il a vues autrefois dans le royaume quantique. Au début, c'est désorientant, les clones se matérialisant autour de lui comme des reflets fantomatiques, chacun étant une version déformée et tordue de Kang. Ils sont tous lui, mais pas lui, leurs yeux remplis de la même soif de contrôle qui pulse dans sa propre poitrine. Dans sa propre poitrine. Je vais y arriver. Il reste combien de... 12 sur 46, hein, et je ne suis pas encore à la moitié. Mais donc déjà oui, hein, donc on a un Kang qui se divise. On a le Kang d'origine, qui a des clones. Et ça va être très important pour la suite. C'est un petit peu ce qu'on a vécu dans Quantumania avec, à un moment donné, comment il s'appelle ? Ça va aller, oui. C'est un peu comme ce qu'on avait vécu dans Quantumania avec, comment il s'appelle ? Scott Lang, quand il se retrouve à un moment donné pour essayer de récupérer l'espèce de module qui permet de rapetisser, de s'agrandir, etc. Et il y a plusieurs Kang. Il y a plusieurs Scott Lang à ce moment-là. Plusieurs Ant-Man. C'est un peu ce délire-là, j'ai l'impression.
Alors peut-être que c'est différent le procédé, mais ça rejoint le truc. Les clones commencent à se multiplier, leur forme inondant le paysage aride, chacun affirmant sa domination, luttant pour prendre le contrôle de l'autre, Kang est encerclé, piégé dans un chaos qu'il a lui-même créé. Son esprit commence à se défaire alors que les clones se battent pour la suprématie, chacun étant un écho de ses pires pulsions, chacun une version de lui-même à laquelle il ne peut échapper. Il se moque de lui, le narguant avec ses échecs, alors qu'ils s'affrontent. Kang se retrouve enfermé dans une bataille non seulement avec ses clones physiques, mais avec les démons de son propre esprit. La bataille devient de plus en plus physique, c'est une guerre métaphorique qui représente la lutte de Kang pour affronter ses profonds regrets. Chaque coup de poing, chaque affrontement avec ses clones est une manifestation de sa culpabilité. Son incapacité à sauver sa femme, son enfant, sa civilisation. Le poids de ses échecs devient insupportable, alors que les clones qui grouillent désormais comme une marée incontrôlable commencent à refléter ses peurs les plus sombres. Ils deviennent les voix dans sa tête, amplifiant la terreur et le chagrin qu'il a enfoui au plus profond de lui. En gros, ce Kang-là, il a perdu sa femme, je l'ai dit, son enfant, sa civilisation à cause de la guerre multiverselle. Et c'est ce qui va être expliqué tout au long de ce script. En fait, on va suivre d'autres histoires. L'histoire de la menace avec les Avengers, le Conseil des Kang, et ce Kang-là, le Kang de Quantumania. Alors que les clones se rapprochent de lui, l'esprit de Kang est plongé dans un chaos absolu, l'énergie de la tempête déforme la réalité, faussant sa perception jusqu'à ce qu'il se perde dans un tourbillon de sa propre création. Il ne sait plus vraiment ce qui est réel, son esprit est un labyrinthe fracturé de soi-même, son passé, ses échecs, ses péchés se confondent devenant une cacophonie de désespoir. La bataille pour le contrôle à la fois de ses clones et de sa propre santé mentale devient un cycle sans fin de violence et de regrets, chaque instant amplifiant l'horreur de la descente de son esprit dans la folie. De retour sur la Terre 616, le patron de Miles et Peter les a avertis de ne plus être en retard ou ils perdraient leur emploi, et tous deux ont désespérément besoin d'argent pour payer leur loyer, ou sinon ils vont risquer d'être expulsés de leur appartement. Et au final, la raison de leur licenciement, parce qu'ils vont se faire virer, c'est la même raison que le Peter Parker de Spider-Man 2. Alors qu'ils se promènent dans les rues animées, ils aperçoivent un petit délit en cours, un voleur tente de voler un magasin. Dans un effort coordonné, Peter et Miles interviennent, maîtrisant habilement le voleur et finissent par se faire licencier tous les deux. C'est exactement le même scénario, le même schéma que Spider-Man 2. Peter et Miles sortent de chez Joe Pizza, visiblement bouleversés. Leur patron s'en va en trombe, leur arrachant les cartons de pizza des mains, les laissant seuls dans cette ville animée. Miles tente de défendre l'atmosphère avec une blague, mais Peter, visiblement stressé, commence à évacuer son conflit intérieur. Il accuse Miles de prendre leur fonction suffisamment au sérieux, de ne pas prendre leur fonction suffisamment au sérieux, soulignant le poids des responsabilités qui accompagnent le fait d'être Spider-Man. Miles, surpris par les paroles de Peter, reste silencieux, blessé. Peter, conscient de la violence de son emportement, s'arrête, déchiré entre sa propre frustration et son inquiétude pour Miles. Miles, doux mais ferme, répond « Je suis désolé, Pete, je veux juste que nous traversions cette épreuve ensemble. » Ces mots révèlent à la fois sa vulnérabilité et sa détermination, montrant qu'il est prêt à porter le fardeau aux côtés de Peter. Peter hésite un instant, mais finalement consumé par son propre stress, y compris le problème personnel de MJ, qui a un nouveau petit ami, il se détourne et disparaît dans la foule. Miles regarde Peter s'éloigner. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Le Docteur Strange et Clara reviennent à Camartage après leur dangereux voyage à travers la dimension noire, leur visage marqué par l'urgence et l'inquiétude. Donc en gros, ça aurait repris juste après Doctor Strange 3, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils se mettent immédiatement en quête de Wong, conscients que le temps presse. Tous deux révèlent des détails alarmants sur le Conseil des Kang, une force multiverselle de plus en plus puissante et qui représente une menace non seulement pour leur monde, mais aussi pour d'innombrables autres à travers le multivers. Alors qu'ils discutent de la menace imminente, le Docteur Strange perd conscience et y éprouve une vision troublante du multivers. Il voit un réseau interconnecté de mondes au bord de la destruction, chacun ravagé par l'influence malveillante du Conseil des Kang. La vision met en évidence la fragilité de leur réalité et l'étendue des dégâts causés par les actions de Kang. Wong, observant la vision qui se déroule, devient pleinement conscient de l'immense menace à laquelle ils sont confrontés et des enjeux impliqués. Wong reconnaît qu'une action rapide est nécessaire mais souligne une complication majeure. Les Avengers sont dispersés à travers l'univers avec de nombreux membres hors planète, laissant leur équipe fracturée et incapable de réagir rapidement. Par exemple, le fait que Thor ne soit pas là, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre Wong évoque également la possibilité que la balise des anneaux de Shang-Chi puisse signaler le Conseil des Kang, une pensée qui capte immédiatement l'attention du Docteur Strange. À mesure que la conversation s'intensifie, l'atmosphère extérieure change radicalement. Et en gros, ce qui se passe là, au moment où ils sont en train de parler de cette menace,
Et bah, le problème, c'est que le Conseil des Kang arrive, déjà. Donc en gros, le ciel s'assombrit et l'air crépit d'énergie, tandis qu'une forme mystérieuse commence à émerger des nuages orageux. Clint Barton, donc ça c'est Hawkeye, de retour dans sa vie paisible, natale, de l'Iowa. Je sais pas comment on dit ce nom. De l'Iowa, je sais pas. Bon, bref, sa ville natale, pour un bref répit, se rend en ville pour acheter quelques articles dans le magasin local, espérant un moment de normalité loin du chaos de son passé de Avenger. Ça va être raté parce que finalement, il va se retrouver confronté à ce qui se passe. En s'approchant du petit magasin, il remarque un calme inhabituel dans l'air, le ciel s'assombrissant progressivement comme si une tempête se préparait. C'est un contraste étrange avec la journée calme à laquelle il s'attendait. Son attention est attirée par la foule grandissante de citoyens rassemblés à l'extérieur, leurs yeux fixés sur quelque chose dans le ciel. Un mélange de curiosité et de malaise se développe chez Clint alors que des murmures et des chuchotements se propagent dans la foule, puis un cri perce l'air, suivi de cris de panique. Donc là, c'est l'introduction de la menace. Les gens courent, se bousculent pour trouver un abri où échapper à la menace qui plane au-dessus. Le cœur de Clint fait un bond, tandis que son instinct reprend le dessus. Il sort, plisse ses yeux pour lutter contre l'air oppressant et son regard est immédiatement attiré vers le haut. La terreur dans sa poitrine s'intensifie alors qu'il fixe le ciel avec horreur, observant une présence menaçante et surnaturelle, prend forme une image de pure bienveillance différente de tout ce qu'il a déjà vu. Qu'est-ce qu'on en dit dans le chat à l'heure actuelle? Après, on va continuer. Là, je reprends un peu mon souffle, parce que là, j'en peux plus. C'est soit ça, soit je vais décéder en live. Ce serait dommage. Donc, je vais me mettre, tiens, sur le paragraphe, là. Je me prépare. Je suis à combien, là? Attendez, je regarde un petit peu. Je suis à 17 sur 46. Ah, je vous avais dit que ça allait être long. Du coup, là, c'est l'introduction du Conseil des Kang. Ils arrivent par le ciel. Là, ça y est, c'est le moment où ça va devenir très intéressant sur la suite. Là. Donc, Anne, reste avec nous. Oui, t'inquiète pas, je reste avec vous. Du coup, votre avis déjà sur un peu le début. Parce que ça, c'est que le début de l'épisode. Hein. C'est pour ça que je me dis que c'est pas possible. Il pouvait pas durer 3 heures, le film. Je sais pas combien de temps il était estimé en termes de durée. Alors après, c'est un script. C'est-à-dire que forcément, sur la réalisation, il y a des choses que tu aurais coupées. Il y a des choses que tu aurais condensées pour que ça aille vite. Mais je vous dis ça, je vous le dis direct. Hein. Enfin non, je vais pas vous le dire, je vais pas vous spoil. Voilà. Je vous le dirai à la fin du script, du coup, quand on y sera, c'est-à-dire dans 3 jours. Du coup, toi, fan de Boruto, Tom, Silver, et les autres, qu'est-ce que vous en pensez? N'ayez pas peur de parler. Hein. Je ne vais pas vous bouffer. Toujours pas, je vous rassure. Est-ce que vous avez un truc sur ça? Tac, alors attendez, hop, en même temps je fais ça. Oh, est-ce qu'on est sur un bon début de film, là, j'ai envie de dire. En vrai, c'est intéressant. Ouais, mais ok, c'est intéressant, mais est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent, qui te plaisent, c'est quoi qui te plaît, c'est... Moi, le truc qui m'aurait dérangé, là, dans un premier temps, c'est l'introduction de Miles, qui t'est imposé, mais même pas, c'est en vrai, en gros... il est là, mais t'as pas eu de vraie introduction. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu sais pas pourquoi tu sais pas comment il est devenu Spider-Man, comment il a rencontré Peter. Alors on se doute, vu qu'ils étaient voisins, qu'ils se sont rencontrés, en plus ils sont dans la même université, donc voilà, ça aide. Donc il y a cet aspect-là qui est peut-être un petit poil dérangeant, mais en soi, c'est un film sur les Avengers, sur la menace Kang. C'est pas un film pour présenter Peter et Miles. Donc je peux comprendre. Et en plus, c'est un film sur le multivers, donc pour présenter plein de personnages. Même si là, ce sont les personnages de cet univers. Donc voilà. Je vous laisse écrire dans le chat, je vous laisse poser vos questions. J'y répondrai pendant la lecture s'il y en a. Et je vais continuer à lire. À Los Angeles, Simon Williams, également connu sous le nom de Wonder Man. Comment ça te dérange, Silver? Doctor Strange te dérange? Pourquoi? Vas-y, développe-moi ça. Donc du coup, alors il y a Wonder Man aussi qui est donc introduit. Donc il lutte contre une profonde dépression après la récente perte tragique de sa fiancée dans un accident de voiture. Donc je connais pas vraiment le héros, pour le coup. Mais il va être introduit, il va avoir un vrai rôle dans ce film. Il devait avoir un vrai rôle dans ce film. Donc je vais vous laisser vous faire votre avis quand je vais lire. Dans les jours qui ont suivi l'incident, Simon s'est envolé de ses amis
s'est isolé de ses amis, dont Wong, Shang-Chi, She-Hulk et Hulk, incapable de faire face au chagrin. Son meilleur ami de longue date, Trevor Slattery, remarquant le repli émotionnel de Simon, le convainc de se joindre à une sortie en groupe. Il prévoit d'aller voir une pièce de Shakespeare en direct, Jules César, dans le centre-ville de Los Angeles. Au cours de la pièce, Simon commence à se sentir de plus en plus mal à l'aise lors de la scène clé où Jules César est encerclé par les sénateurs et poignardé à plusieurs reprises. Au fur et à mesure que ce moment brutal se déroule, Simon est submergé par l'anxiété, grimaçant à chaque coup de couteau, incapable de séparer sa douleur émotionnelle de la scène sur scène. T'aimes pas Doctor Strange, Silver? Pourquoi tu l'aimes pas? Moi, j'ai eu du mal au début. Il a fallu que je regarde son film, le premier Doctor Strange, pour kiffer le perso. Et depuis, j'adore. Affolé et bouleversé, Simon quitte brutalement le théâtre et tourne au coin d'une ruelle. Son anxiété augmente rapidement. Il met ses écouteurs pour se couper du monde, espérant un répit dans son chagrin. Alors que Simon est assis en silence, il remarque soudain quelque chose d'étrange. Le monde s'est arrêté. Dans la rue, tout le monde est figé, les yeux rivés sur le ciel. La curiosité et la terreur l'envahissent alors qu'il retire ses écouteurs. Ce qu'il voit lui envoie une vague de terreur. L'arrivée du Conseil des Kangs dans l'univers 616 provoque une panique et un chaos généralisé. Le script est vraiment intéressant car ils ont introduit beaucoup de héros de différents autres univers. Bah là, ils ont introduit seulement que l'univers 616. Ils t'ont introduit les Kangs, mais ils t'ont pas introduit encore les autres héros. Ils t'ont mis en place d'autres héros, mais oui, en soi, dans le script, tu vois, il y a plein de héros. Il va y avoir plein de héros. Mais son histoire et ses pouvoirs, c'est pas cohérent. Bah vas-y, développe, Silver. Immortus, utilisant ses puissantes capacités télépathiques, projette un message effrayant dans le ciel de la Terre, déclarant l'intention du Conseil de purger la Terre des péchés des Avengers. Le Conseil accuse les Avengers d'avoir volé les reliques sacrées, les 10 anneaux, donc ce qui appartient à Shang-Chi, et les bandes Nega. Et la bande Nega, c'est en gros le bracelet de Miss Marvel. Et considère le nettoyage de la Terre comme une punition nécessaire pour préserver la stabilité du multivers. Donc en gros, on a des camps qui sont en train de faire porter le chapeau de la situation aux Avengers. Et c'est ça qui aurait été intéressant. Et en soi, j'ai l'impression que le script n'en parle pas de ça. Enfin, il n'en parle pas du tout. J'aurais aimé voir la réaction du monde de cet univers 616 concernant leur regard sur les Avengers. Parce que finalement, on désigne les Avengers comme coupables. Alors que le message du trio principal, donc des Kang, donc Ramatout, Centurion et Immortus, résonne à travers le monde, la peur s'empare des citoyens de la Terre 616. Dans divers endroits, les individus réagissent avec stupeur et incrédulité. Hank, Janet et Hope sont paralysés par la culpabilité, tandis que Janet est accablée, convaincue que l'arrivée du Conseil est de sa faute. En gros, ça a un lien avec le film Ant-Man Quantumania. Pendant ce temps, Scott Lang et sa fille Cassie surveillent l'appartement de Scott à San Francisco, tandis que Peter Parker, Daredevil et Moon Knight assistent chacun à la projection depuis leur ville respective. Sam Wilson, Shuri et Riri au Wakanda sont également collés à la télévision alors que la diffusion se propage dans le monde entier. La panique mondiale s'intensifie tandis que les villes sombrent dans le chaos. Les réseaux sociaux et les médias amplifient la peur, provoquant des troubles civils généralisés. Les services d'urgence sont débordés et les familles ont du mal à trouver un refuge, alors que l'ordre public est rompu à la suite du message terrifiant du Conseil. D'énormes portails multiversaux s'ouvrent dans le ciel, révélant l'énorme flotte du Conseil des Kang. L'ampleur des navires de guerre projette une ombre menaçante sur la Terre, envoyant des vagues de peur et d'incrédulité à travers le monde. Alors que les navires se positionnent stratégiquement au-dessus des villes clés, leur présence intimidante submerge la population. Les navires de guerre du Conseil des Kang planent. Donc là, en gros, c'est tous les Kang qui débarquent. C'est tous les variants. Les navires de guerre du Conseil des Kang planent de manière menaçante au-dessus des principales villes de la Terre, libérant des explosions d'énergie dévastatrices qui détruisent les gratte-ciel et les monuments avec une facilité terrifiante. Les attaques sont immédiates et catastrophiques alors que des structures emblématiques s'effondrent et que des paysages urbains entiers sont réduits en ruines. Les civils, pris dans le chaos, fuient pour sauver leur vie, courant dans des rues remplies de débris, le visage gravé par la peur et la confusion. Donc en gros, les Kang, ils sont en train de nettoyer toute la Terre, ils sont en train de tout raser, tout éclater. Ailleurs, Star-Lord, Peter Quill et son grand-père sont assis dans un silence tendu et étouffant dans l'église, entourés d'une congrégation qui regarde fixement leur téléphone. Le Conseil des Kang a lancé un avertissement froid et impitoyable. La destruction de la Terre est imminente. Les tentatives du pasteur pour orienter le service vers la prière semblent totalement vaines, noyées par la terreur qui envahit la salle. Ils ne trouvent aucun réconfort, seulement un sentiment croissant de terreur à mesure que la réalité de leur sort s'installe. Peter Quill ressent le poids du moment
du moment, le monde s'écrase sur lui, tandis que le murmure silencieux de la congrégation ne fait qu'amplifier le désespoir. Son grand-père le regarde silencieux, la tristesse entre eux non exprimée. Dehors, l'éclair d'une explosion enflamme l'horizon, le cœur de Peter se serre, tandis qu'il calcule le rayon de l'explosion, une certitude sinistre s'installe en lui. Il se tourne vers son grand-père, leur regard se croise dans une résignation partagée. Et tu parlais d'introduction de héros, et là encore, on n'est pas rentré vraiment dans le multivers, hein. Enfin, la menace est multiverselle pour le coup, mais les héros du multivers ne sont pas encore introduits. Là, on a vraiment introduit déjà les nouveaux Avengers, pour le coup, et les anciens un petit peu. Les explosions brisent les vitraux de l'église, et le chaos éclate en un instant. Les gens se précipitent vers la porte, désespérés, mais il est trop tard. Il n'y a nulle part où fuir. L'onde de choc s'abat, et l'église, leur dernier sanctuaire, est anéanti. Partout dans le monde... Attends, je suis à combien, là ? Je suis à 21/46. L'explosion brise les vitraux de l'église et le chaos éclate en un instant. Les gens se précipitent vers la porte, désespérés. Mais ça, je l'ai lu, ça. Partout dans le monde, les services d'urgence luttent pour garder le contrôle, dépassés par l'ampleur des dégâts et entravés par l'effondrement des réseaux de communication. Le ciel est assombri par la fumée et les flammes alors que l'invasion se déroule dans toute sa force, laissant les métropoles de la Terre en ruine et les survivants se démenant pour survivre. Donc là, la Terre est en train de se faire fracasser, vous l'avez compris. Au milieu du chaos apocalyptique, le paysage urbain de New York s'effondre sous l'assaut incessant du conseil des Kang. L'air semble se tordre et s'écraser tandis que les bâtiments se déforment et s'effondrent sur eux-mêmes comme si la réalité elle-même était en train de se déformer. Merci pour le follow, mon ami. Merci, qui c'est qui m'a follow? Merci Enzo, comment vas-tu? Je reprends ma lecture, là. Je suis sur le marathon, là, ça y va. Hein. Donc, s'effondrent sur eux-mêmes, comme si la réalité était elle-même en train de se déformer. Les rayons dévastateurs des Kang frappent la ville, envoyant des ondes de choc à travers le sol et faisant basculer les gratte-ciels de manière précaire avant de s'effondrer. Déclenchant des explosions massives lors de leur collision. La destruction se propage rapidement, laissant la ville en ruine. Au cœur du chaos, Spider-Man se balance sans relâche à travers les décombres, évitant les débris et les points de repère qui tombent alors qu'il se dirige vers le MIT. Là, c'est le Spider-Man, c'est le Peter Parker, lui. Pour sauver Ned et MJ. C'est normal qu'il n'y a pas les follow. Là, j'ai désactivé les follow pour l'alerte des follow de manière visuelle pour la lecture. Pour ceux qui veulent lire en même temps que moi, par exemple. Mais je l'ai, t'inquiète pas, j'ai l'alerte. Alors, donc, je reprends où j'en étais. La scène est une course effrénée contre le temps avec la destruction tout autour de lui. Miles Morales, se balançant également à travers la dévastation, rattrape Peter, l'exhortant à s'arrêter et à se mettre en sécurité. Miles plaide que continuer ainsi ne mènera qu'à leur mort. Mais Peter l'ignore, sa détermination à sauver ses amis dépasse le danger qui les entoure. Les deux Spider-Man lèvent alors les yeux avec horreur alors que les Kang activent une deuxième vague de destruction encore plus puissante. La ville est plongée dans le chaos tandis que les immeubles continuent de s'écrouler les uns après les autres, leurs débris enflammés pleuvant sur les rues en contrebas. Les impulsions d'énergie deviennent de plus en plus violentes et des tempêtes de feu ravagent des quartiers entiers, consumant tout sur leur passage. Au milieu de ce chaos, Miles est presque écrasé par la chute d'un gratte-ciel, mais Peter parvient à le sauver juste à temps. Pendant ce temps, Sam Wilson mène son équipe de Avengers, Shuri Williams, War Machine et Joaquin Torres, à travers le ciel à bord de leur vaisseau spatial, témoin de l'ampleur de l'assaut dévastateur du Conseil de Kang sur la Terre. Les énormes navires de guerre bloquent le ciel et déclenchent une vague de destruction qui anéantit des villes entières. Des bâtiments et des monuments sont arrachés de leurs fondations et projetés dans le ciel, tandis que des quartiers entiers disparaissent sous l'effet de la gravité des navires de guerre. L'équipe a du mal à gérer le chaos qui règne en dessous alors que les villes qu'elle connaissait autrefois sont réduites en ruines en quelques secondes. Alors que leur vaisseau spatial lutte pour garder le contrôle, les Avengers réalisent qu'ils ont été pris dans le champ gravitationnel des navires de guerre, filant de manière incontrôlable dans le ciel. La destruction s'intensifie alors que les bâtiments, les monuments et les gens sont aspirés par le vide, dégringolant dans les airs vers les navires de guerre qui approchent. Leur navire est projeté à travers les continents, s'éloignant du Wakanda et s'écrasant vers Tokyo. Le navire des Avengers est violemment projeté, luttant contre l'attraction écrasante des navires de guerre alors qu'ils se dirigent vers la ville dévastée. L'assaut incessant des navires de guerre jette une ombre énorme sur Tokyo, où des bâtiments entiers sont arrachés du sol et aspirés dans le ciel. Alors que le vaisseau spatial des Avengers approche, il navigue à travers une tempête mortelle de gratte-ciel qui s'effondre de manière violente, avec des secousses violentes, des explosions d'énergie, qui incinèrent tout sur leur passage. Shuri et Torres travaillent sans relâche pour diriger l'engin
évitant de justesse le désastre alors que la ville s'effondre sous eux. Donc là, on est vraiment sur un monde de chaos, quoi. Il n'y a plus rien. Tokyo est englouti par les flammes et les Avengers luttent pour tenir le coup tandis que la destruction continue. Et là, on commence avec le drame. Sur la côte ouest, Cassie, Janet, Hope et Hank sont tués, victimes du chaos implacable qui a déchiré le monde. Au cœur de la destruction, Scott retrouve Cassie et la berce dans ses bras, ses larmes se mêlant à la poussière et aux cendres qui les entourent. Là, c'est la fin du monde. Ah oui, ben là, il va y avoir des morts. Hein. Là, c'est le moment où tu vas perdre des Avengers. Clairement. En quelques heures, des milliards de personnes sont tuées alors que la destruction continue à une échelle inimaginable. La majeure partie de la Terre est transformée en un désert post-apocalyptique, les quelques nations restantes étant facilement conquises par le Conseil des Kang. La planète autrefois prospère est laissée dans un état de dévastation totale avec des squelettes, des cadavres calcinés jonchant les rues. Mais ça en film, ça aurait été incroyable, hein. Et là, on n'est qu'à la moitié du script. Donc là, on va dire que c'est la moitié du film, ça, hein. Et encore peut-être pas, hein. Les incendies provoqués par les attaques initiales brûlent si intensément que la suie et la fumée commencent à masquer le soleil, plongeant le monde dans une obscurité perpétuelle. Une catastrophe nucléaire s'ensuit, annonçant un hiver meurtrier, aggravant encore la catastrophe. Après l'invasion dévastatrice du Conseil de Kang, les Avengers survivants, les dirigeants mondiaux et les restes du SHIELD se sont retirés au Wakanda, le seul sanctuaire épargné par la destruction. Les systèmes de communication étant brisés et les Avengers dispersés, ils lancent un appel de détresse désespéré exhortant tous les héros survivants à revenir. Un par un, ils commencent à arriver. Thor, donc là c'est l'Avenger rassemblement comme on dit, le fameux. Donc on a Thor, Love, Adam Warlock, Rocket, Groot, Phil Havel, Cosmo, Shang-Chi, Wonder Man, Wong, America Chavez, Doctor Strange, Clea, Spider-Man, Miles Morales, Daredevil, Punisher, Ant-Man, Hawkeye, Kate Bishop, Star-Lord, Captain Marvel, Miss Marvel, She-Hulk et Hulk. Est-ce qu'il y a oui, il y a Ant-Man, c'est bon, je l'ai lu. Les autres sont soit morts, soit perdus dans le chaos. Au Wakanda, les Avengers se sont rassemblés en silence, accablés par le chagrin et les pertes dévastatrices qu'ils avaient subies aux mains du Conseil des Kang. Sam Wilson s'avance et rappelle à l'équipe que même si les Kang ont brisé leur monde, ils n'ont pas brisé leur morale. Les mots de Sam ont ravivé une étincelle chez les Avengers, les poussant à se relever, comme ils l'avaient fait par le passé face à des obstacles insurmontables. Donc là, on a un Sam Wilson qui embrase enfin, dans ce film pour le coup, qui était embrasé dans ce film, qui était censé embraser plutôt, l'héritage de Steve Rogers. Parce que là, en gros, là, il fait un discours un peu à la Steve Rogers. Il a souligné qu'il n'était pas vaincu et que maintenant, plus que jamais, il était temps de se battre contre les Kang. Sam, Spider-Man et le Doctor Strange déclarent que les Avengers n'attendront plus que les Kang frappent à nouveau, ils mèneront la charge. Donc là, déjà, on a Sam en leader, Doctor Strange, logique, et on a Spider-Man de Peter Parker. Et ça, c'est intéressant. Armé des puissants 10 anneaux et du bracelet de Miss Marvel, Sam exhorte l'équipe à utiliser ses armes que les Kang cherchaient à contrôler pour renverser la situation à leur faveur. Cette bataille n'était pas seulement une question de vengeance, il s'agissait de protéger l'avenir du monde et de leurs proches. Avec son bouclier levé, le cri de ralliement de Sam a rempli l'équipe de détermination et les Avengers sont prêts à riposter. Sam, Doctor Strange et Spider-Man organisent les Avengers en 3 parties, en 3 équipes. Spider-Man menant l'équipe de rue pour infiltrer la forteresse principale de Kang, construite sur les ruines de Washington DC. Là, le trio principal, Immortus, Ramatut et le Centurion, utilisent la forteresse comme un conduit pour fusionner les 10 anneaux. Et le bracelet est une arme capable de remodeler la réalité. Les Avengers doivent les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, en gros, on a la répartition des équipes. On a l'équipe de Captain America, de Sam Wilson, détruire la base Damoclès et protéger le bracelet. Les négabandes, quoi. Donc on a Captain America, Captain Marvel, Ponton, Wonder Man, Black Panther, Miss Marvel, She-Hulk, voilà. Donc là vous avez l'équipe, vous avez Faucon, etc. L'équipe de rue, donc ça c'est mené par Spider-Man. Donc le but c'est de détruire la forteresse d'Armatut. Donc Spider-Man, Miles Morales, Punisher, Ant-Man, Œil de Faucon, Kate Bishop. Après il y a des noms de personnages qui ont été traduits, enfin des noms de héros qui ont été traduits. Donc je sais plus c'est quoi leur truc en anglais, je vous le cache pas. On a l'équipe cosmique, donc là l'objectif c'est de protéger les 10 anneaux, avec notamment comme cible le Centurion, et c'est Doctor Strange, le chef, avec Clea, Wong, America Chavez. J'avoue que cette équipe-là elle est incroyable. Wong, America Chavez, Thor, Shang-Chi, Adam Warlock, c'est mignon. Et Doctor Strange, Clea bien sûr. Alors que Captain America mène l'équipe de la Terre vers le vaisseau de guerre d'Immortus dans l'espace, leur mission est de détruire la base de Damoclès et de sécuriser les Négabandes, empêchant d'Immortus d'exploiter leur immense pouvoir.
Cependant, les dirigeants restants de la Terre, méfiants quant à la capacité des Avengers à gérer la menace, activent secrètement la dernière défense de la Terre. Les sentinelles construites à partir de l'adamantium d'un céleste mort. Les sentinelles conçues pour neutraliser les menaces surpuissantes sont lâchées contre Immortus. Il est révélé que les généraux Ross avaient autorisé le programme considérant les Avengers comme un danger potentiel pour la sécurité mondiale. Alors que l'équipe se dirige vers l'espace, Rocket détend l'atmosphère avec une blague familière, demandant qui n'est jamais allé dans l'espace. Captain America lève la main incitant Rocket à le taquiner en disant qu'il est un vierge de l'espace. En atteignant le vaisseau de guerre d'Immortus, l'équipe découvre le véritable pouvoir des Négamantes qui surpasse les 10 anneaux lorsqu'ils sont utilisés correctement. Immortus pense qu'ils sont la relique la plus sacrée du mythe des Kang. La bataille fait rage entre Spider-Man, Miles Morales et leur équipe de rue alors qu'ils affrontent Ramatut et son armée de Kang. Alors qu'ils tentent de pénétrer dans la forteresse, la bataille s'intensifie avec Daredevil et Punisher se battant férocement pour tenir bon. Daredevil utilise chaque once de son entraînement s'appuyant sur ses sens et ses réflexes. Daredevil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mec qui est sourd. Ses sens et ses réflexes pour esquiver... Non, c'est sourd, il est pas sourd, je suis con, il est aveugle. Pour esquiver et contrer alors que les variantes de Kang se rapprochent de toutes les directions. Le combat atteint son paroxysme alors qu'ils sont tous deux encerclés, dépassés en nombre, mais ne cédant jamais. Dans les derniers instants, Daredevil invoque chaque once de force restante, se lançant dans une série de frappes rapides qui neutralisent la dernière vague de variants. Oui, il est aveugle, il est pas sourd. Son souffle est saccadé, son corps meurtri alors qu'il est englouti par les nombreux variants de Kang. Pendant le chaos, Ramatut frappe Spider-Man d'un coup puissant de son arme Spector, en voyant le héros voler à travers le champ de bataille. Spider-Man, qui est gravement battu et couvert de sang, lutte pour se remettre sur pied, mais ses blessures sont graves et il s'effondre, à peine capable de bouger. Poussé par la rage et le désespoir, Miles Morales s'avance enragé et déterminé à affronter Ramatut. Il défie le méchant avec un regard de défi, refusant de reculer malgré le danger écrasant. Ramatut, peu impressionné, se moque de la bravoure de Miles, trouvant ses actions à la fois stupides et amusantes. Spider-Man, à peine conscient, regarde avec horreur Miles tenir bon face au tyran. Il tend faiblement la main, criant à Miles d'arrêter, mais il est trop tard. Miles est empalé par le spectre de Ramatut et tué. Donc c'est l'épée de Ramatut. Spider-Man regarde avec horreur, incapable de bouger. Donc en gros, Miles Morales, il vient de mourir. Il vient de se faire tuer. Donc en gros, t'as introduit Miles Morales et tu l'as tué direct, dans le film. Le Docteur Strange et Clea mènent l'équipe cosmique dans une bataille contre le Centurion, dans de nombreux royaumes différents, y compris... il y a un nom de royaume, je sais pas comment, c'est Gap Junction, je sais pas comment ça s'appelle. Au cours de ce combat, Love et Philafel forment un lien profond, leur amitié se renforçant à mesure qu'ils se battent ensemble. Le Centurion est initialement maîtrisé par le Docteur Strange, Clea, Thor et les autres, notamment en raison du pouvoir des 10 anneaux de Shang-Chi. Alors que le combat s'intensifie, tout le groupe est transporté dans le royaume quantique. Malgré sa force, le Centurion parvient à tuer la plupart des membres de l'équipe, à l'exception du Docteur Strange, de Thor et de Shang-Chi, qui a gagné des niveaux grâce aux 10 anneaux. C'est-à-dire que là, tout le monde est mort, hein. Tout le monde est en train de se faire tuer un par un. Dans un moment de défi, Shang-Chi empêche le Centurion de récupérer les anneaux de son père en criant en signe de résistance. Alors que Clea succombe à ses blessures, elle utilise sa lame pour créer un portail vers la Terre 616, permettant au héros survivant de s'échapper. Cependant, le Centurion vole l'anneau de fronde du Docteur Strange, une importante relique multiverselle similaire aux 10 anneaux et aux Négamantes. Le Docteur Strange convainc l'équipe de le laisser derrière lui afin qu'il puisse poursuivre Centurion à travers le multivers dans l'espoir de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. En chemin, le Docteur Strange rencontre les 4 Fantastiques, donc là c'est là que tu vas introduire les héros du multivers. Donc il rencontre les 4 Fantastiques qui informent le Docteur Strange d'une catastrophe imminente qui pourrait menacer la survie de ses amis et de l'ensemble du multivers. Le Docteur Strange parvient à récupérer son anneau de fronde au moment où le Centurion s'échappe vers le vaisseau de guerre d'Immortus. Les 4 Fantastiques présentent Strange à la TVA, l'avertissant que quelque chose de monumental est sur le point de se produire. Il lui demande son aide, car lui seul peut être en mesure d'empêcher le désastre et d'assurer la survie de ses amis. Donc là, on est sur un film qui était censé être costaud, hein. En termes d'émotion, en termes d'enjeu, en termes d'action, parce que ça part dans tous les sens. Au cours de la bataille intense dans l'espace, l'équipe Earthbound subit de lourdes pertes, la plupart des Avengers mourant, y compris Black Panther, Star-Lord et Captain Marvel. Donc déjà, encore des morts. Immortus et son armée réussissent à récupérer l'un des Négamantes et un combat désespéré s'ensuit pour le deuxième bracelet. Les héros battus et dépassés en nombre réalisent qu'ils ne peuvent plus tenir longtemps. Dans un moment de sacrifice personnel, Wonder Man décide de donner sa vie pour la cause, croyant que sa défunte fiancée aurait voulu qu'il fasse quelque chose de grand, même s'il n'avait jamais cru en lui-même. Saisissant le deuxième Négament,
Il exhorte les autres à s'échapper et active son pouvoir, le fusionnant avec son énergie ionique déjà immense. Transformé en un état proche du Super Saiyan, Wonder Man charge Immortus et sa flotte de vaisseaux de guerre où il y avait tous les Kang, avec l'intention de les détruire, ainsi que les Negabands dans un dernier acte kamikaze. Alors, rassure-moi, ça va sortir en film. Bah, ça a été annulé. Kang Dynasty, c'est malheureusement ce qui s'est passé avec l'acteur, c'est pas prévu. Donc après, on en parlera un peu, parce que c'est vrai qu'il y a Avengers Doomsday, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que ça va reprendre un peu ce principe-là, ce scénario-là. J'espère, en tout cas. Maintenant, à voir. Immortus utilisant l'autre Negaband charge Wonder Man et la collision envoie des ondes de choc à travers la galaxie. Lorsque les débris se déposent, Immortus est victorieux, ayant utilisé les Negabands pour augmenter son pouvoir. Les variants de Kang regardent avec émerveillement les héros survivants fuir, réalisant la perte catastrophique et l'immense pouvoir désormais à la disposition d'Immortus. Alors ça, je l'ai déjà lu, mais je vois que apparemment, cette partie-là, je crois qu'en fait, j'ai fait un double copier-coller. Donc attendez, tac, tac, tac. C'est plutôt ici en fait. Le Wakanda est en ruine et Captain America rassemble les Avengers survivants et ce qui reste de l'humanité. Il se retire dans un bunker souterrain. Une installation secrète construite par Tony Stark pour un tel événement apocalyptique, alors que la menace du règne d'Immortus se rapproche de plus en plus. Kang le Conquérant se retrouve piégé dans une confrontation chaotique avec ses clones dans la zone de au-delà. Donc là, on retourne avec Kang. Sa stabilité émotionnelle s'effondre lorsqu'un clone prononce le nom de Ravonna, déclenchant une spirale incontrôlable de rage et de désespoir. Alors que son esprit s'effondre, des milliers de clones convergent vers lui, le submergeant jusqu'à ce que le dernier lambeau de lumière disparaisse. Kang tente désespérément de se rapprocher de lui, mais il est consumé par l'obscurité du royaume. Sur un écran noir, la voix de Janet crie « Qui est Kang ?» Cela marque le début de la descente de Kang dans une partie étrange de la zone au-delà, où l'esprit de Kang se dénoue et nous pouvons enfin voir son passé. Dans cet abîme, la terreur de Kang s'intensifie alors qu'il sombre dans l'obscurité entouré des souvenirs obsédants qu'il a tenté de réprimer. Des flashbacks de son enfance avec Ravonna, courant main dans la main dans un champ de blé, remplissant son esprit, rapidement suivi de scènes de massacre qu'il a commis. Parce que ce Kang-là, il a tué des chronologies, hein, c'est un meurtrier celui-ci. Hein. Il a exterminé des chronologies, il a tué des civils, etc. Voilà, donc c'est un conquérant ce Kang. Les flashbacks deviennent plus intenses, montrant l'amour profond de Kang pour Ravonna à l'adolescence et leur éventuel mariage. Cependant, son amour est éclipsé par ses actes de violence brutaux, y compris le massacre de nombreux variants différents des Avengers. L'abîme autour de lui s'assombrit et les cris de Kang à l'aide résonnent dans le vide alors qu'il se souvient des moments de tendresse avec Ravonna comme tenir son ventre de femme enceinte. Pourtant, ces atrocités continuent de le hanter avec des images de lui assassinant des vies plus innocentes et dévorantes de celles qu'il chérissait autrefois. L'angoisse émotionnelle de Kang s'accentue à mesure qu'il s'enfonce dans la tempête des probabilités. Au fur et à mesure de sa chute, la dernière lueur s'éteint et il est enveloppé par l'obscurité froide et isolante. Et il réalise que s'il veut s'échapper de cette prison mentale et sauver la réalité, il doit d'abord conquérir son esprit. Laissant ses démons le consumer, Kang finit par accepter l'idée que ses actions bien horribles étaient nécessaires à la survie du multivers. Il se souvient de son amour pour Ravonna et, alors que tout autour de lui s'enflamme, il fait face à la vérité. Sa guerre contre de nombreux Avengers différents et sa destruction d'innombrables univers avait pour but d'empêcher une catastrophe plus grande aux mains du Conseil de Kang. Donc en gros, pour lui, il y a les Avengers qui doivent fracasser et il y a le conseil des Kang qui est pour lui la menace prioritaire. Et en fait, on comprend mieux pourquoi ce Kang-là avait été envoyé dans le monde quantique, parce que on se rend compte que, et là on va se rendre compte avec la suite du script, que ce Kang, il est très fort en fait. C'est juste que dans le monde quantique, il n'avait pas ses pouvoirs. Enfin, il était bridé. Et en fait, le mec est surcheaté. Et il va devenir encore plus fort. Ses mains sont tachées du sang de milliards de personnes, mais il n'a d'autre choix que de poursuivre sur cette voie de destruction. Il doit sauver le multivers de ses variants. Donc là, en gros, à ce moment-là, moi j'étais dans l'hésitation quand j'ai lu, j'ai dit, mais est-ce que ce Kang-là, il va s'allier aux Avengers? Mais en fait, pas du tout. Alors que Kang fait face aux conséquences de ses décisions, son esprit revient au moment où il a vu Ravonna pour la dernière fois. Les deux se sont disputés amèrement avant son départ pour faire la guerre aux autres Kang. Ravonna l'a supplié de rester, lui rappelant que les destins avaient un chemin différent pour eux, mais Kang a refusé d'écouter, poussé par la paranoïa et la conviction qu'il devait protéger leur avenir à tout prix. Grâce au pouvoir de la zone au-delà, Kang se projette dans l'astral pour vivre ce moment, suppliant son ancien moi d'arrêter de chérir ce qu'il avait. Mais son ancien moi s'en va et Ravonna se retrouve seul en pleurs. La vision laisse Kang brisé et consumé par le regret. Le voyage de Kang continue alors qu'il est pris en embuscade et capturé par le Conseil des Kang. Son procès se déroule dans un amphithéâtre sadique où les autres Kang se délectent de sa misère. Immortus, Ramatut et Centurion le condamnent à l'exil, une punition que
que Kang accepte avec défi, bien qu'il plaide pour la sécurité de sa femme. Immortus l'informe froidement que Ravonna et son royaume le retrouveront dans l'au-delà, écrasant encore plus l'esprit de Kang. Alors qu'il est conduit à son exécution, Kang se souvient de moments de tendresse avec Ravonna lorsqu'il tenait son ventre enceinte et lorsqu'il a sauté de son trône pour la rattraper alors qu'elle tombait. Alors qu'il fait face à l'exil, Kang fait une invasion audacieuse, s'envolant dans le multivers, les mains tendues dans une tentative désespérée de sauver ce qu'il aimait autrefois. Il est très dangereux. Ouais, il est dangereux de fou, ce Kang. Mais c'est ça qui est bien avec le contrat de ce perso. Il est tendre avec sa femme, avec ses convictions, mais dans ses actions, en fait, il est horrible. Mais il a une résolution. En fait, c'est un peu comme un Thanos, là, pour le coup. Il voit qu'une seule façon de sauver le multivers, quitte à tuer des gens, en fait. Le voyage de Kang atteint une conclusion dévastatrice lorsqu'il atteint en catastrophe dans son monde détruit. Son royaume est en ruine, les champs de blé et les pommiers ont brûlé, ne laissant que le squelette de son ancienne vie. Terrifié, il s'approche du lieu où repose le corps de Ravonna, à peine reconnaissable dans son horrible état. Son chagrin le submerge et il s'effondre, creusant sa tombe dans la terre noircie. Alors qu'il l'enterre, il lui parle à travers ses larmes, lui disant de l'attendre à l'ombre des arbres. Mais alors que Kang est en deuil, le conseil des Kang réapparaît. Dans son désespoir, Kang tend la main pour créer un cercle dans la terre, symbolisant son objectif d'une chronologie singulière et parfaite, sa chronologie. Libéré du chaos qui croit avoir été provoqué par les autres Kang. Sa vengeance et sa détermination grandissent alors qu'il se tient debout, le sable glissant de ses mains face au conseil avec des yeux remplis de fureur. Kang est capturé à nouveau, mais pas avant qu'Immortus n'arrache la balise de localisation de sa chaise, se moquant de lui. Le conseil commence la procédure d'exil, leur appareil étant prêt à envoyer Kang dans le royaume quantique. Donc c'est là où il va se retrouver dans le royaume quantique, comme on a vu dans Ant-Man Quantumania. Alors qu'il tire, la colère de Kang éclate, hurlant qu'il les retrouvera, jurant de se venger alors que sa chaise est sabotée. C'est son vaisseau, en fait, c'est son trône qu'on a vu dans Quantumania. La bande sonore enfle alors qu'il se débat, mais bientôt, la scène change. Dans le présent, Kang sanglote, seul et entouré de ses clones qui l'observent en silence. Kang serre le collier qu'il a offert à Ravonna et ses larmes tombent dessus, mais ce faisant, sa douleur émotionnelle se transforme en détermination. Ses clones, probables, commencent à fusionner avec lui, scandant Kang, Kang, Kang. Leurs cris l'encouragent et Kang s'élève hors de la tempête des probabilités, se déplaçant rapidement à travers la dimension pendant que son armure se répare. Son pouvoir grandit à mesure qu'il absorbe l'essence du multivers, se transformant finalement en vrai Kang Prime, c'est-à-dire que là, il devient le Beyonder. Donc ce Kang-là, il évolue en Beyonder. Alors que de base, il y en a beaucoup, je me souviens, qui critiquaient la faiblesse de ce Kang dans le monde quantique, mais on se rend compte parce que ce Kang-là, il va être pas l'antagoniste, finalement, qui était censé être l'antagoniste final du Conseil des Kang. Parce que là, il a l'intention, c'est un être tout-puissant qui est prêt à se venger du Conseil des Kang. Le voyage émotionnel de Kang est celui d'une tragédie profonde et d'une transformation existentielle, d'un homme déchiré par la culpabilité et la perte. Il devient un être doté d'un immense pouvoir consumé par un désir de vengeance. Kang et ses légions de clones se dirigent désormais vers la Terre 616 pour détruire le concept de Kang une fois pour toutes. Le ciel au-dessus de nous est un verre envoûtant, une pluie acide tombe sans relâche, tandis que la foudre brise les nuages toxiques. Le monde en dessous est un hiver nucléaire, une scène peinte comme l'enfer de Dante, où le tonnerre gronde de manière inquiétante. Captain America, Sam Wilson, a rassemblé les derniers Avengers survivants et le reste de l'humanité dans un immense bunker souterrain conçu par Tony Stark pour les catastrophes mondiales. Les Avengers restants incluent Thor, Ant-Man, Spider-Man, Shang-Chi, Miss Marvel et Hulk. On présume que le Docteur Strange a péri en poursuivant le Centurion. En réalité, il n'est pas mort, Strange. Thor est dérasté par la perte de sa famille et souhaite sa propre mort, mais il reste déterminé dans sa mission de protection des 10 anneaux, refusant de laisser Kang s'en emparer. Les Kang s'en emparer. Le groupe sait que son temps est compté, le conseil des Kang arrivera bientôt, attiré par la balise des 10 anneaux. Les légions de Kang finissent par encercler le bunker. Captain America livre son dernier combat. Avec Shang-Chi portant les 10 anneaux et le reste des Avengers à ses côtés, il fait face aux légions envahissantes. Debout, en train de défier les autres, ils sont prêts à mourir pour protéger les derniers vestiges de l'humanité. Donc là, à ce moment-là, il n'y a vraiment plus personne. Ils sont en train de protéger vraiment ce qui reste. Le moment rappelle étrangement la bataille aux portes brûlantes, avec Ramatut agissant désormais contre l'émissaire d'Immortus, ayant fusionné son armure avec les restes de Centurion. Ramatut exige qu'il s'incline devant Kang Prime. Donc en gros, Immortus, c'est pour eux, enfin pour le conseil des Kang, Immortus, c'est lui le Beyonder, c'est le Kang ultime. Sauf qu'en réalité, le Kang ultime, c'est celui qui est en train d'arriver. C'est le Kang le conquérant de Quantumania. Donc en gros, il menace de les détruire s'ils ne s'inclinent pas devant Immortus. Captain America offre sa vie en échange de la survie des autres, mais Immortus considère sa bravoure
comme à la fois stupide et impressionnante. Au lieu de ça, Immortus propose à Sam un choix sombre. Servir de messager de la mort en utilisant les 10 anneaux pour exécuter les super-héros et les mutants à travers le multivers. Immortus offre à Sam des pouvoirs magiques et cosmiques, affirmant que l'héritage de Captain America n'est rien comparé à celui de Steve Rogers. Dans un moment d'agonie, Captain America regarde le bouclier, autrefois tenu par Steve Rogers, maintenant fermement serré dans ses propres mains, donc le bouclier. Alors que le temps semble ralentir, les souvenirs de Sam défilent devant lui. Les visages souriants des Avengers originaux. Est-ce que Steve comprendrait la même chose? Donc à ce moment-là, en fait, ils veulent nous faire jouer l'hésitation. Est-ce que Sam va céder à la tentation et rejoindre les méchants? Mais finalement non, parce que Sam, il se redresse et il défie Immortus et il dit « Avengers, rassemblez-vous ». Bon appétit, Silver. Donc il signale aux Avengers restants de lancer une attaque de style kamikaze. Donc en gros, il a activé un outil avec son costume. Et Sam est motivé par sa détermination. Il s'élève dans les airs, bouclier à la main. Il lance le bouclier vers Immortus, mais Ramatut l'intercepte avec une salve d'explosion d'énergie. Malgré les efforts pour l'arrêter, le bouclier effleure la tête d'Immortus, le projetant violemment en arrière. Pendant un bref instant, le doute scintille dans les yeux de Ramatut, alors qu'Immortus, maintenant en sang, se lève de fureur. Donc en fait, Sam Wilson est parvenu à blesser Immortus. Chose que personne n'a réussi à faire. Exigeant que les Kang finissent les Avengers. Donc là, en gros, ça va être le moment où ça va être violent. Captain America tombe, gravement blessé, incapable d'arrêter le massacre de ses amis, alors qu'il tend la main vers Ant-Man, les larmes du héros mourant reflètent sa culpabilité. Tout est de ma faute, admet Ant-Man, mais Captain America le rassure, tu t'es battu comme un vrai Avengers, ta fille serait fière. Pendant ce temps, Immortus se bat pour s'emparer des 10 anneaux de Shang-Chi, lui assonnant un coup fatal. Alors que Shang-Chi tombe, son corps convulse sous l'énergie mystique, la lumière dans ses yeux s'éteint et les anneaux tombent de son corps mort. Donc là, Shang-Chi meurt aussi. Hop, a pu. Immortus, les yeux brûlants d'espoir de pouvoir ultime, s'avance, tendant les mains vers les 10 anneaux, tandis que leur balise devient plus forte à chaque seconde qui passe. L'air bourdonne d'énergie, et la voix d'Immortus résonne, ordonnant « Venez à moi, mes reliques ». Ces mots semblent faire trembler le sol sous ses pieds. Au fur et à mesure qu'il avance, les 10 anneaux commencent à s'élever, vibrant de puissance, leur mouvement semblant presque répondre à son appel. Puis, dans une soudaine poussée d'énergie, il s'élance vers le ciel de lumière nucléaire, disparaissant dans les nuages sombres et toxiques au-dessus. Le sol tremble violemment, un étrange grondement se fait entendre alors qu'Ant-Man regarde vers le ciel. Une silhouette descend du nuage presque divine. Kang le Conquérant arrive, désormais doté du pouvoir de Kang Prime, du Beyonder en gros, plane au-dessus de la tempête hivernale nucléaire. Les 10 anneaux brillent d'une énergie intense. La balise est maintenant étrangement faible. Ant-Man, faible et au bord de la mort, le montre du doigt en murmurant « C'est lui, c'est Kang ». Donc là, Ant-Man, il fait face au Kang qu'il avait rencontré dans Quantumania. Ramatut horrifié crie, le Conquérant, Immortus et le reste du conseil des Kang sont paralysés par la peur, tandis que Kang, doté désormais d'un pouvoir inimaginable, plane au-dessus d'eux. Immortus est stupéfait lorsque Kang, le Beyonder, plane soudainement au-dessus d'eux, entouré de sa vaste armée de clones qui grondent comme des bêtes sauvages. Immortus se moque de Beyonder, lui demandant s'il est revenu pour être enterré par eux, ce à quoi Kang répond qu'il est revenu pour les brûler hors du temps pour toujours. Ramatut, debout au-dessus d'Immortus, aux côtés de Immortus plutôt, se moque du moment, se demandant si Kang Prime aime ce qu'ils ont fait de l'endroit. La seule réponse de Kang Prime est « ça se termine ce soir ». Immortus, toujours confiant, jure d'effacer Kang de toutes les chronologies de toute existence, allant même jusqu'à prétendre que l'histoire oubliera Kang et son monde. Il se moque cruellement de Kang en révélant que Ravonna, la bien-aimée de Kang, a été torturée et dégradée par eux. Cela exaspère Kang Prime qui libère une légion de ses clones, formant une barrière protectrice autour de lui. Il proclame maintenant que vous saurez tous que je suis le Kang qui gagne. Avec ses clones, le Beyonder charge Immortus et le reste du conseil. La grande guerre du multivers a commencé. Kang Prime qui commande ses clones de la zone au-delà, qui submerge le conseil de Kang, les déchirant dans une bataille brutale et sanglante. Kang Prime affronte Immortus et Ramatut dans une confrontation épique qui s'étend sur d'innombrables multivers, rappelant le voyage du Docteur Strange à travers le multivers. Leur combat devient si intense qu'il commence à déstabiliser la réalité elle-même. Pendant ce temps, Loki lutte pour s'accrocher aux chronologies alors qu'elles s'effondrent. J'aime beaucoup le fait qu'on revoit la Loki, qu'on avait vu au début et qu'on le revoit à la fin. Donc pendant ce temps, Loki lutte pour s'accrocher, donc ça je l'ai lu. Désespéré, la TVA, le Docteur Strange, les 4 Fantastiques, Deadpool, Wolverine, la Ghost Rider de Nicolas Cage et le Spider-Man de Tobey Maguire arrivent, tentant de sauver les Avengers, restant dans un vaisseau connu sous le nom d'Arche, un radeau de sauvetage créé pour protéger les êtres essentiels.
Captain America meurt tragiquement avant que l'Arche ne puisse le sauver, mais Miss Marvel et Miss Spider-Man sont sauvés. Reed Richards prévient que le temps presse et que l'Arche est leur seul espoir de survie. Alors que la Terre 616 est consumée par des incursions, la TVA transporte les surveillants dans un espace sûr entre les réalités. Pendant ce temps, Kang Prime et Immortus continuent leur combat, Immortus brandissant les négaments de Miss Marvel et Kang Prime possédant les 10 anneaux de Shang-Chi. Leur combat les amène à travers et autour de l'arme multiverselle, provoquant la détérioration de la structure même du multivers en raison de l'immense pouvoir des reliques. Kang Prime porte un coup écrasant à Immortus, l'envoyant à travers les branches du multivers. Immortus récupère et lance un autre assaut, mais leur collision brise les chronologies et crée une tempête dévastatrice qui déchire les univers. Alors que la bataille atteint son paroxysme, ils se battent dans les airs, enfermés dans une lutte acharnée, s'élevant de plus en plus haut à travers les branches d'Yggdrasil, inconscients de la destruction qu'ils causent au sommet de l'arbre. Kang Prime lance une série de coups brutaux qui laissent Immortus abasourdi et vulnérable. Dans un affrontement final et tonitruant, Kang Prime tue Immortus en l'étouffant avec les lignes temporelles, puis en le déchirant avec les Negabrands, j'y arrivais. Le multivers commence à s'effondrer entièrement alors que la décomposition d'Yggdrasil se propage, et les Avengers à bord de l'arbre regardent impuissants les univers entrer en collision, conduisant à leur inévitable destruction. Reed Richards lutte pour maintenir l'arche à flot, mais le pouvoir s'estompe rapidement. Les pouvoirs de Loki sont absorbés par Kang Prime dans une tentative ratée de faire revivre les lignes temporelles. Dans un acte final désespéré, le Beyonder utilise son pouvoir pour prendre le contrôle de l'arche et créer un champ de force protecteur autour d'elle. Il fusionne ensuite avec les Négabandes et les 10 rings, les 10 anneaux, en un appareil capable de remodeler la réalité. Cependant, au lieu de restaurer le multivers, Kang, donc Prime, donc le Beyonder, fusionne tous les univers restants dans une seule chronologie appelée Battle World. En utilisant les reliques combinées, il remodèle le vide en Chronopolis, une nouvelle réalité construite à partir des ruines de la Terre 616, de la Terre 838, de la Terre 601 et d'innombrables autres planètes. Les héros survivants à bord de l'Arche, dont les 4 Fantastiques, Deadpool, les 2 Spider-Man. Donc les 2 Spider-Man, c'est pas Miles Morales, l'autre c'est Spider-Man de Tom Holland et de Tobey Maguire. Et les Avengers sont emprisonnés par Kang Prime. Dans le tout nouveau Battle World, Kang parcourt un paysage époustouflant de champs de roses vibrants. Un sentiment calme et d'accomplissement l'envahit tandis qu'il marche, ses doigts effleurant légèrement les pétales délicats. Chaque contact semble évoquer un lien profond avec son passé, avec le royaume qui était autrefois le sien, mais qui avait été réduit en cendres par ses variants. Maintenant, dans son nouveau monde, son domaine se dresse haut, d'une beauté à couper le souffle, restauré à quelque chose d'encore plus grand qu'avant. L'air est empli des doux sons d'une musique lointaine qui contribue à l'atmosphère paisible. Le paysage serein est baigné par la lueur d'un double coucher de soleil. Le ciel peint de couleurs éclatantes, projetant une lumière chaude et dorée sur les champs tout autour de lui, et d'une beauté exquise, un reflet parfait de sa vision d'une nouvelle réalité. Alors que Kang s'approche d'un endroit calme dans le champ, il voit une femme debout lui tournant le dos. Elle se retourne révélant qu'il s'agit de Ravonna, toujours enceinte, sourire radieux alors qu'elle le regarde. Elle lui tend la main, un geste d'amour et de bienvenue. Kang, ému par ce spectacle, lui prend doucement la main et lui présente la rose qui cueillit dans le champ. « Tu es revenu », dit doucement Ravonna, sa voix remplie de chaleur. Kang répond avec un sourire tendre. « Pour toujours, toujours mon amour ». Ravonna se jette dans ses bras et ils partagent un baiser passionné, un moment de pure joie et de connexion alors qu'ils s'embrassent. L'écran s'éteint lentement. Voilà pour ce qui est du script de Kang Dynasty. Wow. Entre 18 bégaiements et des respirations d'où j'avais besoin parce que wow, c'est long. Voilà pour ce qui est du script. Moi j'aime beaucoup déjà le développement de ce Kang, de Kang le Conquérant qui devient le Beyonder, qui vit une harmonie parfaite avec ses convictions, avec sa femme, le fait qu'il récupère le pouvoir pour... Ça fait beaucoup de lecture, ouais. Je le ferai pas ça tous les jours, je te le dis. Mais déjà c'est un film tragique. Alors il y a de l'action, parce que ça se passe partout, ça va dans tous les sens. Les Avengers, hormis quelques-uns qui sont... En fait, ils sont quasi tous morts, finalement. Si tu regardes, parce que je pense à un truc, mais ouais, tous les Avengers, les 3/4 des Avengers qu'on connaît, de l'univers classique, ils sont tous morts. Et c'est un peu les autres, finalement. C'est les autres univers qui vont sauver le multivers. Finalement, à la fin, il n'y a plus qu'un... C'est le Battle World, il n'y a plus qu'un seul univers avec la fusion de tous les autres. C'est-à-dire que il reste les 4 Fantastiques, les 2 Spider-Man, Tobey Maguire et Tom Holland, Wolverine, Deadpool de mémoire, les 4 Fantastiques, le TVA. Certainement Loki. Ah non, Loki, les pouvoirs de Loki ont été absorbés, donc certainement que Loki a été tué, ou peut-être qu'il est toujours là. Mais
Mais ouais, ce qui est bien, c'est vraiment la mise en avant de tous les héros, avec ce qui a été développé dans leurs films précédents, même des films qui ne sont pas encore sortis. Et ce qui était bien, c'était vraiment, ouais, on met en avant vraiment le multivers, le concept de ce qui est dangereux. On remet Kang le Conquérant vraiment en haut de la chaîne, hein, clairement. Beaucoup de lecture, mais en même temps, tu es dans l'histoire. Ouais, bah oui. Bah là, on est... oui. De base, c'est 168 pages, le truc. Hein. Donc, ouais, non, c'est vrai que ça aurait fait un très bon film. Moi, je reste persuadé que Doomsday vont... De ce que j'ai entendu sur les rumeurs de Doomsday, c'était que le début, en gros, les Kang vont se faire tuer, et en gros, Doomsday prend la place. Donc, je pense qu'ils vont repartir sur le même script, à peu près, avec quelques variances pour justement réadapter avec Doomsday. Et le but, forcément, à la fin de Doomsday, c'est de finir sur le Battle World avec Secret Wars comme suite. Parce que de base, la suite de Kang Dynasty, c'est Secret Wars. Tout comme ça doit être la suite de Doomsday. Donc je pense clairement que ils vont faire quelques réadaptations, mais ils vont recoller avec la fin de ce script. Je pense que ça va être ça. Même si je sais qu'il y a certains persos, comme Moon Knight, qui vont perdre en présence, parce que de base, il apparaît, Moon Knight, il devait apparaître dans ce film. Shang-Chi, apparemment, va être moins prioritaire, moins principal en tant que rôle de film. Donc ça reste à voir. Puis voilà, j'espère qu'il sortira. Bah, il sortira pas. Il a été annulé, donc c'est Avengers Doomsday. Peut-être qu'un jour on aura... Moi, je pense que Marvel va garder de côté quand même les Kang. Enfin, qu'ils vont garder un Kang et qu'ils pourraient peut-être le ressortir un jour. Maintenant, j'ai hâte de voir comment ils vont négocier ça. Mais moi, je dis bon courage au frère Rousseau, parce que clairement, tu dois faire aussi bien que ça. Maintenant que tu sais que le script est sorti. Alors ça, c'est une version, il y en a peut-être eu d'autres encore. Mais c'est-à-dire que Avengers Doomsday, en termes d'écriture, il va falloir aller chercher. Donc je pense que pour moi, ils ont repris des choses de Avengers Kang Dynasty. Pour moi, ils ont pas refait un truc en mode vas-y, on refait une histoire autour du Docteur Doom. Voilà, je pense que Doom va remplacer ce que devait faire le Conseil des Kang et certainement le Beyonder aussi. Ou alors peut-être qu'on va avoir une surprise, peut-être qu'on aura un autre Kang qui ne sera pas joué par Majors, mais un autre. Et c'est cet autre-là qui prendra le rôle du Beyonder, pourquoi pas. Après, j'ai envie de dire, peut-être qu'on pourrait même avoir... J'ai envie de te dire un truc, hein, parce que le Kang, le Conquérant, là, il est joué par Jonathan Majors. Tu peux très bien le jouer, le Conquérant, par rapport à ce qu'il a subi à la fin de Quantumania, et comme c'est bien développé dans ce script, tu fais un Kang qui est complètement défiguré avec un autre acteur, et tu justifies, bah voilà, c'est normal qu'il soit comme ça, parce qu'il a subi de graves blessures, il a failli mourir, etc., et son visage est marqué. Et en fait, le Docteur Doom, tu fais une armée de Doom, voilà, bah, il déglingue le Conseil des Kang, et il remplace le Conseil. C'est-à-dire que c'est Docteur Doom qui attaque la Terre, qui attaque le multivers, avec le même projet que le Conseil des Kang. Et ensuite, il se retrouve face au Beyonder, qui est donc le Kang qui a évolué, mais qui est dévisagé. À la rigueur, tu peux rejoindre le truc comme ça. Ou alors même, si tu veux faire une adaptation, tu peux faire une alliance. Parce qu'en fait, la fin de Kang Dynasty, c'est pour en gros supprimer tous les Kang et qu'il n'en reste qu'un. Comme ça te justifie le fait que pour Secret Wars, ça devait te justifier pour Secret Wars que t'avais 1, voire 2, 3 ennemis. T'en avais pas 100, tu vois, t'avais pas une légion entière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était pour simplifier un peu ce côté puissance à surmonter. Donc, en soi, tu peux rejoindre. Tu peux rejoindre avec Doomsday, tu peux trouver un Docteur Doom avec des soldats. Ça peut être jouable. Ça peut être jouable. On verra bien ce que ça va donner. Très clairement. Très clairement. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On peut pas tout contrôler, hein, c'est dommage. Peut-être qu'un jour, il sortira, ce film. Mais à partir du moment où ils vont faire un Doomsday qui va reprendre un peu de ce script, ça va être compliqué. Peut-être que oui, tu pourras toujours faire une histoire différente, mais bon. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.